Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Aujourd'hui, je vais vous parler d'anciennes traditions disparues, mais qui pourraient probablement en choquer plus d'un si elles étaient encore d'actualité de nos jours. Je vais en effet vous parler de différents procédés utilisés dans les siècles passés afin d'honorer, commémorer et se souvenir des défunts auxquels nous avons dû dire au revoir. Il s'agit de memento mori. Tout d'abord, lorsqu'on parle de memento mori, la première pratique qui peut nous venir à l'esprit est celle des photos de défunts, puisque celle-ci fut très répandue à l'ère victorienne. En effet, lorsqu'un membre de notre famille devait s'éteindre pour X ou Y raison et que nous n'avions alors aucun souvenir en image de lui, la prise de photos du corps du défunt était notre seule chance de garder une trace visuelle de cette personne. Au départ du phénomène des photos post-mortem, on va simplement photographier le défunt sur son lit de mort. Et ce genre de photo va s'appeler le dernier sommeil. De plus, cela permettait aux membres de la famille ou amis du défunt qui n'avaient pas pu venir à temps pour se recueillir auprès de la personne décédée de lui dire au revoir grâce à cette photo. Ensuite, petit à petit, on va rendre le cliché plus artistique grâce à des mises en scène du disparu. Ou alors, entouré d'autres membres de sa famille. Le rendu est parfois si bluffant que l'on peut se demander si on a affaire à un défunt ou un vivant. Alors il faut regarder autour de lui. Parfois on va repérer des fils ou des planches derrière des draps qui tiennent le défunt. Les photos post-mortem sont encore assez faciles à trouver dans les albums de famille anciens que l'on peut chiner sur les brocantes. Aujourd'hui, si on venait à prendre une photo d'un mort, cela serait extrêmement mal vu, sauf bien sûr si vous êtes dans les forces de l'ordre et devez étudier la scène d'un crime. Si certains d'entre vous sont nés avec un smartphone à portée de main où vous pouvez documenter le moindre de vos faits et gestes, sachez qu'il y a un siècle de cela, la photo était loin d'être chose courante, et ce n'était qu'une élite qui pouvait en profiter. Or, au milieu du 19e siècle, l'espérance de vie était très réduite, notamment chez les enfants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est plus facile de trouver une photo post-mortem d'un enfant que celle d'un adulte. De nos jours, nos téléphones regorgent de centaines et centaines de photos, alors qu'avant, cela coûtait une fortune juste pour pouvoir en avoir une seule. Cette coutume est donc une dernière chance pour graver l'image de l'être aimé avant de l'enterrer. Si on replace donc cette coutume dans son contexte historique, on comprend pourquoi nos aïeux se sont lancés dans ce genre de processus. Ce genre de cliché était aussi bien répandu en France, en Angleterre et le reste de l'Europe, mais aussi aux États-Unis. L'expression même de memento mori signifie en latin « souviens-toi que tu meurs » ou « aie à l'esprit que tu vas mourir ». C'est donc aussi tout cet aspect qui est rappelé par ces photos post-mortem. En ayant ce cliché dans les mains et en étant capable de le regarder, cela signifie que nous sommes en vie. Mais cette photo nous rappelle aussi que la mort arrivera et que nous ne sommes pas éternels. C'est toute cette notion philosophique qu'embrasse le memento mori. Toujours durant l'époque victorienne, un second procédé de memento mori va faire son apparition afin de garder un peu de l'être cher avec nous. Pour ce faire, il était d'usage de couper une mèche de ses cheveux et soit on les mettait dans un médaillon que l'on s'attachait autour du cou, soit on tissait les cheveux qu'on montait eux-mêmes en bijoux.
Vous pouviez donc avoir des bracelets, des bagues ou autres ornements faits de cheveux de défunts. Si le choix s'est porté sur les cheveux, c'est parce que c'est une matière qui se conserve très bien, qui est particulièrement résistante aux affres du temps et surtout qui ne pourrit pas. Et puis, les cheveux se trouvent sur la tête et à l'époque, on pensait que c'était là que siégeait l'âme. Néanmoins, on pouvait aussi trouver des dents parmi les bijoux, un fait tout de même plus rare, mais qui se pratiquait. On pouvait d'ailleurs trouver sur le même bijou des dents et des cheveux. Tout comme les photos post-mortem dont je viens de vous parler, les bracelets en cheveux humains sont eux aussi faciles à trouver de nos jours. Dans la même veine, on peut dénicher des cadres ornés du nom du défunt, de sa date de naissance et décès, le tout écrit par des cheveux tissés. Cette pratique de garder ce qui est finalement une relique n'est en soi pas exceptionnelle, car depuis très longtemps, on le faisait notamment pour la royauté ou les saints, tels Thérèse de Lisieux. Mais cette fois, cela se passait dans le cercle familial, et on créait un bijou plutôt que juste de mettre en boîte les reliques. Ce phénomène de bijoux en cheveux était très populaire en France, mais pas uniquement avec ceux des défunts. On pouvait tout aussi bien porter des bracelets, des cheveux de l'être aimé, même si celui-ci était toujours en vie. C'était un bijou très en vue et très à la mode vers la fin du XIXe siècle. Si les pratiques de photos post-mortem et de cheveux de défunts s'est tant popularisées en Europe, c'est aussi pour beaucoup dû à la reine Victoria, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de l'actuel roi Charles III. Voilà aussi pourquoi je parle tant de l'ère victorienne, car la reine Victoria a été une énorme influence sur son peuple anglais, mais aussi au-delà des frontières du royaume. Une influence telle que le nom de la reine est devenu le nom de tout ce mouvement de cette fameuse ère victorienne. Les raisons de cette mouvance, quelque peu macabre de la reine, trouvent sa source à la mort de son mari, le prince Albert, qui s'est éteint à seulement 42 ans en 1861. C'est à cette date que la reine va porter le deuil jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire pendant 40 ans. 4 décennies où elle sera toujours habillée de noir et deviendra férue de toutes ces pratiques post-mortem pour honorer celui qu'elle a tant aimé. L'époque victorienne, qui s'étend quasiment sur toute la deuxième moitié du XIXe siècle, est très ancrée dans cette déco néo-gothique et pleine de romantisme noir. C'est à cette période aussi que l'on a commencé à créer une nouvelle pratique de memento mori, qui est celle des poupées de tombe. Ce rituel, si je peux dire ainsi, s'est principalement déroulé en Angleterre et ne s'utilisait que dans le cadre des enfants décédés, issus des familles les plus riches. À la mort d'un enfant, on achetait donc une poupée pour ensuite la déposer sur sa tombe lors de l'enterrement. La poupée était alors habillée avec les habits de l'enfant défunt, mais surtout à l'image et mensuration de celui-ci, puisque la poupée était en cire et sculptée comme le visage du petit défunt. Des cheveux de l'enfant pouvaient être utilisés pour orner la tête de la poupée. Pour le coup, il n'existe que très peu de poupées encore existant de nos jours, car celles-ci se trouvaient sur les tombes, c'est-à-dire en extérieur. Donc forcément, au fil des saisons, la météo a fait son œuvre, sans parler du pillage des cimetières qui n'a pas aidé à la préservation des poupées. Pour terminer cet épisode autour des pratiques de memento mori, je vous emmène en Sicile, plus précisément à Palerme, où se trouvent les catacombes qui sont, à mon sens, les plus incroyables d'Europe, si ce n'est du monde. Si nous avons à Paris des dédales de tunnels
où des milliers et milliers d'ossements humains sont exposés et entassés sur plusieurs kilomètres, là-bas, c'est encore une toute autre histoire et un niveau au-dessus. Ce sont les catacombes des Capucins, qui, comme son nom l'indique, ont été fondées par des moines capucins. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans ces catacombes, c'est que là-bas, les morts ont été embaumés et exposés à la vue de tous, soit allongés dans un cercueil, ou soit dans une position figée, ou voire même assis. Vous avez donc des momies devant vous, avec des moustaches encore apparentes, des cheveux, le tout dans un état de préservation incroyable. Cette façon de faire était du memento mori pur et dur, et une façon de pouvoir rendre visite à ces défunts et leur parler le plus naturellement possible. Alors bien sûr, il fallait tout de même un joli pécule pour pouvoir s'offrir une telle prestation. Tout a commencé au début du XVIIe siècle, alors que le cimetière des moines s'est vu manquer de place. Les Capucins ont donc pensé à créer une crypte sous leur cimetière. Au début, ils y ont embaumé un des leurs, le frère Silvestro de Gubbio. L'impulsion de départ était donc faite uniquement pour trouver une place pour les moines, mais au fil des siècles, c'est devenu un prestige, un honneur pour l'élite sicilienne de pouvoir vivre son repos éternel dans la crypte des moines. Quant aux moines, c'était un moyen efficace de récolter de l'argent. L'embaumement des corps durait plusieurs mois, et la plupart du temps, les défunts avaient noté dans leur dernière volonté l'habit dans lequel ils désiraient être exposés, et certains avaient même demandé à être régulièrement changés de tenue. Tant que la famille payait la location de la niche, dirons-nous, le corps n'était pas déplacé, mais si le loyer n'était plus honoré, on transportait la momie dans une étagère temporaire jusqu'à ce que l'argent arrive. Chaque momie ou squelette prend place dans des galeries et sont rangées dans un ordre très précis, à savoir suivant votre sexe, votre rang social, votre profession, si vous étiez ecclésiastique ou même vierge. Au cœur des catacombes, on retrouve une pièce baptisée la chapelle des enfants, où une quarantaine de momies d'enfants sont présentes, dont certains datent de la fin du XVIIIe siècle. C'est dans cette chapelle que l'on peut retrouver le dernier corps à avoir été embaumé dans ces catacombes. Il s'agit d'une fillette de 5 ans qui s'appelait Rosalia Lombardo et qui disparut en 1920. Plus d'un siècle après, son corps est toujours intact et une récente analyse au rayon X a pu mettre en évidence la parfaite conservation de ses organes avec un vieillissement quasi nul. Au total, cette crypte réunit plus de 3000 momies et squelettes, ce qui en fait d'ailleurs la plus grande collection au monde. Et tout comme les catacombes de Paris, ce site se visite, mais avec l'arrivée des touristes, des grilles ont dû être déposées afin d'éviter aux visiteurs de toucher les corps. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.